Le risque d'un affrontement entre communautés en Côte d'Ivoire est très élevé. La mort d'un partisan du président du PDCI, Henri Konan Bédié, a exacerbé les tensions dans son fief à Daoukro. Au Burkina Faso, la justice a condamné un magistrat à 1 an d'emprisonnement ferme. Il était poursuivi pour tentative d'escroquerie. Le récit des faits dans cette édition. La Namibie rejette l'offre de l'Allemagne pour réparer le génocide des Hereros. Berlin a promis de l'aide au développement à Windhoek en guise de compensation. Inacceptable selon le président namibien. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Attention, les violences en Côte d'Ivoire virent progressivement en conflit entre communautés. La mort d'un homme à Daoukro, le fief du président du PDC, Henri Konan Bédié, a mis le feu aux poudres. Les forces de l'ordre sont intervenues pour tenter de calmer les manifestants. Les détails. Samedi, un homme de 45 ans a été tué par balle alors qu'il montait la garde en compagnie des jeunes de la localité d'Anoumambo située près de Daoukro. La victime était de l'ethnie baoulé soutenant Henri Konan Bédié, lui-même baoulé originaire d'Anoumambo, âgé de 86 ans et candidat à la prochaine présidentielle d'octobre face à Alassane Ouattara. À l'annonce de cette mort, ces jeunes partisans en furie, armés de fusils de chasse, de gourdins et de machettes, se sont rués vers le quartier peuplé majoritairement de Malinké, soutenant Alassane Ouattara pour en découdre. On ne veut plus d'eux ici, menace-t-il en colère. De leur côté, de jeunes Malinké étaient sur le pied de guerre et la gendarmerie a dû s'interposer pour les faire reculer et faire baisser la tension. Dans la ville de Daoukro, la même méfiance s'est installée entre les communautés baoulé et Malinké qui s'accusent mutuellement des dégâts causés. Le premier jour, il a fait une discussion avec un Malinké ici. Parce que lui, il était dans affaire de combat là, à Daoukro. Donc ils l'ont vu au village ici. Et il a voulu discuter, il a discuté bien avec lui. Seulement, il a pris colère et il est parti. Donc comme ils étaient en train de garder, à 2h du matin, on nous appelle, on dit que non, il a été abattu. Mais vous voyez quelle pète nous avons eue. Nous n'avons pas pu. Aujourd'hui, nous sommes au dehors. On ne sait même pas où aller. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. On s'est dispersés. Nous demandons seulement la paix. Les 3 jours de violence ont également porté un coup dur au siège du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, du Bédié et du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHTP, du président Alassane Ouattara, qui ont été saccagés. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire où les médias sont accusés de contribuer à l'enlisement du climat sociopolitique, où la tension est donc montée d'un cran avant la présidentielle prévue donc pour le 31 octobre prochain. C'est ce qu'a déploré notamment l'autorité nationale de la presse. Précision. Les médias ivoiriens sont accusés de contribuer aux tensions dans le pays avant la présidentielle d'octobre prochain, observant une résurgence de la violence dans les discours politiques. L'autorité nationale de la presse a reproché, dans un communiqué, aux médias et aux réseaux sociaux de s'approprier et relayer abondamment ces propos. L'organe de régulation estime que la presse d'information générale ouvre ainsi largement ses colonnes à la propagation de propos outrageants, voire haineux, ou à des mots d'ordre insurrectionnel. Elle contribue à l'enlisement du climat sociopolitique au mépris des exigences de la profession, ajoute-t-elle. Au moins 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi en Côte d'Ivoire dans des violences liées à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Les médias ivoiriens, souvent très politisés, ont parfois contribué à faire monter la tension dans le pays durant la longue décennie de tourmente qui a culminé avec la crise post-électorale de 2010-2011. Au terme de cette crise, qui avait fait 3000 morts, Alassane Dramane Ouattara avait accédé au pouvoir. Toujours au chapitre politique, le gouvernement de la Guinée équatoriale a remis sa démission au président Théodore Obiang Nguema lors d'un conseil des ministres extraordinaire. On voit tout cela dans ce télébat.
Le président Teodoro Obiang Nguema a réclamé et obtenu la démission du gouvernement de la Guinée équatoriale. C'était ce vendredi lors d'un conseil des ministres extraordinaire, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Le président a déploré que le gouvernement sortant n'ait pas rempli ses fonctions ou atteint les objectifs programmés, selon ce communiqué. Petit pays d'Afrique centrale très dépendant de sa manne pétrolière, la Guinée équatoriale est particulièrement touchée par la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus. Le gouvernement se voit obligé de prendre des mesures de rigueur pour compenser une possible insolvabilité, a déclaré le président. Le premier ministre du gouvernement démissionnaire Pascual Obama Assoué a pour sa part affirmé que la confiance du chef de l'État mérite des sacrifices. En février 2018, le président avait dissous le gouvernement avant de reconduire à leur poste le premier ministre et les 3 vice-premiers ministres. Obama Assoué est premier ministre depuis juin 2016. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochains jours par le président Obiang Nguema, âgé de 78 ans. Arrivé à la tête de la Guinée équatoriale par les armes il y a 41 ans, il est hors monarque, le chef d'État au pouvoir depuis le plus longtemps au monde. L'histoire a du mal à s'effacer au Congo-Brazzaville. À Brazzaville, la capitale, une des principales agglomérations du Congo, les noms des colonisateurs français restent encore présents, ceci 60 années après l'indépendance du Congo-Brazzaville. Écoutons ces diverses appréciations des citoyens congolais. Toutes ces figures-là qui ont été au cœur de la colonisation, en quelque sorte, c'est une injure contre le peuple congolais. Vous figurez-vous l'homme qui a ouvert le Congo au monde, c'est-à-dire le roi Makoko, il est premier, n'a pas suffisamment de représentation monumentale dans la ville. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de main l'histoire que nous avons vécue ensemble. Vous savez que c'est d'ici qu'est parti l'appel de Brazzaville, par lequel le général de Gaulle invitait les troupes africaines au ralliement pour aller délivrer la France qui était sous occupation allemande. Et pour le cas de Brazza, nous nous rappelons que si nous avons le chemin de fer, c'est parce que celui qui avait pensé que pour que notre pays se développe, nous avions besoin d'un chemin de fer. Un chemin de fer qui continue à nous rendre des services jusqu'aujourd'hui. C'est pour le transport des marchandises, tout comme pour le transport des voyageurs. La nouvelle est assez rare pour ne pas être évoquée. Au Burkina Faso, un juge a été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Narcisse Sawadogo a été reconnu coupable de tentative d'escroquerie. Le récit de l'affaire dans ce élément. Les faits remontent en février dernier. Le maire de Ouagadougou a été mis en cause par le journal d'investigation Courrier confidentiel, selon lequel son épouse et 3 de ses enfants étaient actionnaires d'une société bénéficiaire de marché de la commune pour l'acquisition de 77 véhicules estimés à 4,6 milliards de francs CFA. Le parquet avait ouvert une enquête à la suite d'un article paru dans un journal le 10 juin dernier. Selon les éléments du dossier, début juin, le juge Narcisse Sawadogo et Alassane Bagaya étaient entrés en contact avec le maire de Ouagadougou pour lui proposer d'intervenir auprès des magistrats pour faire classer son dossier sans suite contre paiement selon le procureur. Ils seront tous deux alors reconnus coupables de tentative d'escroquerie par le tribunal et condamnés à 24 mois de prison dont 12 fermes. L'avocat du juge se dit surpris par cette décision du tribunal et estime la sentence regrettable. En revanche, pour la partie civile, ce sont au contraire des comportements très graves qui ont été sanctionnés. Lors de son élection en 2015, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré avait promis de lutter contre la corruption, les détournements de fonds publics et les malversations financières. Et des poursuites judiciaires, cette fois-ci en République démocratique du Congo, contre des gestionnaires de fonds de lutte contre la Covid-19. Ils ont été donc traduits en justice. Précision. Des gestionnaires de fonds de lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo ont été traduits en justice, accusés de mauvaise gestion. Dans les prochains jours, la justice de notre pays pourra interpeller les personnes impliquées, a déclaré à la presse l'inspecteur des finances, Jules Alingueté, parlant de faits de mégestion caractérisés. Des enquêtes ont été menées par l'autorité financière dans plusieurs administrations et structures de l'État. Le 17 juillet, le gouvernement congolais avait annoncé un audit dans l'équipe gouvernementale chargée de la lutte contre la Covid-19. Cette structure,
chapeauté par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilokamba, est géré par le ministre de la Santé, Eteni Longodo, épaulé d'une équipe d'experts dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Le 20 juin, ce dernier a affirmé avoir reçu 1,4 million de dollars pour la lutte contre le nouveau coronavirus, alors que le Premier ministre congolais avait déclaré aux sénateurs avoir décaissé 10,7 millions. De son côté, le ministre de la Santé a déclaré avoir eu la gestion de 3 millions de dollars. Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine, la République démocratique du Congo a officiellement enregistré 9 604 cas et 238 décès. En Namibie, le président a jugé que les offres de réparation faites par l'Allemagne pour les atrocités commises à l'époque coloniale n'étaient pas acceptables. Il affirme qu'elles devraient donc être révisées. Berlin a proposé en compensation du génocide de l'aide au développement. Les Namibiens ont répondu à l'offre de réparation du gouvernement allemand pour le génocide des Herero et Nama. Leur réponse intervient après que le président du pays, le docteur Hage Geingob, ait déclaré que l'offre actuelle du gouvernement allemand n'est pas acceptable pour le gouvernement namibien. Il s'agit ici de la vie humaine. Une fois qu'une vie humaine est perdue, il n'y a rien que l'on puisse vraiment faire pour y remédier. Il n'y a pas de somme d'argent qui puisse rembourser une vie qui a été perdue. Je pense qu'il est très important que tout le peuple namibien se rassemble. Nous sommes unis. Nous sommes Namibiens et nous devons continuer ensemble. Les Allemands ont tué en Namibie des dizaines de milliers d'Hereros et de Namas lors de massacres commis entre 1904 et 1908 et considérés par certains historiens comme le premier génocide du XXe siècle. Les deux pays ont entamé en 2015 des négociations en vue d'un accord qui pourrait contenir des excuses officielles de l'Allemagne et la promesse d'aide au développement en guise de dédommagement. Informé mardi dernier par l'envoyé spécial du gouvernement de l'avancement des négociations avant une série ultime de discussions dont la date n'a pas encore été fixée, le président Geingob a déclaré que l'offre actuelle de réparation faite par le gouvernement allemand reste une question en suspens et n'est pas acceptable pour le gouvernement namibien. Les négociations vont donc se poursuivre en vue d'une offre révisée, mais aucune précision n'a été fournie sur la teneur de cette offre révisée. Le gouvernement allemand n'avait pas pu être joint dans l'immédiat pour réagir à ces déclarations. À ce jour, Berlin a reconnu sa responsabilité pour les massacres des Hereros et des Namas, mais n'a pas présenté d'excuses officielles pour ce que certains historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.